Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On va revenir aujourd'hui sur le troisième et dernier match du Barça en Asie face à Daegu. Alors déjà, on va tout de suite le préciser, le niveau de l'adversaire n'était pas du tout au rendez-vous, mais ça on le savait déjà, hein. C'est une équipe, je pense, l'équipe la plus faible de Corée. Donc voilà, tu peux pas vraiment tirer beaucoup d'informations par rapport à ce que tu vaux face à une adversité pareille, même si pour Lamine Yamal, on va pas nuancer, hein, Lamine Yamal, parce que lui, bref, on parlera de Lamine Yamal tout à l'heure. Mais juste préciser d'avance qu'on ne tirera pas d'enseignement d'un match pareil. J'ai vu exactement ce que je voulais voir, ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, je ne suis pas surpris, je suis satisfait, même rassuré un peu, j'ai envie de dire. On va parler durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Red Food, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, tous les détails en description, les amis. Du coup, oui, je vous disais tout à l'heure que j'étais rassuré par rapport à ce que j'ai vu. Dans quel sens? Dans le sens où ce qui s'est passé, c'est la logique. C'est exactement ce qu'on aurait dû avoir. Dans le sens où le Barça, déjà, je l'avais dit avant ce match-là, que je ne voulais pas voir le Barça encaisser. Je voulais voir un clean sheet enfin, et c'est le cas. Johan Garcia n'a pas eu grand-chose à faire, ni Chesney d'ailleurs, ni Kochen lorsqu'il est rentré derrière. Johan Garcia, il y a eu un hors-jeu, mais sur un face-à-face, il s'est un peu rassuré. Moi, j'ai pas de doute par rapport à Johan Garcia. J'ai vu ce que je voulais voir de lui durant cette pré-saison, cette tournée asiatique en tout cas. Maintenant, j'attends les matchs officiels pour me faire encore une meilleure idée de lui. Mais j'ai déjà un très bon pressentiment par rapport à lui. Je pense qu'il va faire énormément de bien à cette défense. C'est un mec quand même assez grand. Il a quand même une certaine carrure. Franchement, je le pensais pas aussi grand, hein, parce que je l'ai vu à côté de Chesney. Ils font quasiment la même taille. Pourtant, Chesney est très grand. Donc, je pensais que Johan Garcia était un peu plus court que lui, mais c'est un mec qui a une belle envergure, mais il est beaucoup plus agile que Chesney. C'est ça la différence. Donc ça pourrait faire la différence. Un mec qui va très vite au sol, assez grand, capable de prendre la place dans les buts, qui a un bon jeu au pied, il y a tout ça. Donc hâte de voir davantage de Johan Garcia, même si ce soir quasiment on l'a pas vu, hein. Ensuite, tu vois que l'équipe monte en puissance petit à petit, parce que l'équipe entre guillemets de la première période était vraiment beaucoup plus intense que celle de la deuxième. Celle de la deuxième, tu voyais que ça jouait un peu les mains dans les poches. Pas besoin de forcer le talent, mais celle en première période, pour le coup, il y a eu de l'intensité. En fait, plus la pré-saison elle avance, plus la première équipe titulaire, entre guillemets, qui est alignée, elle monte en puissance. La première mi-temps contre le Vissel Kobe, l'intensité de l'équipe titulaire, elle était dégueulasse. La première mi-temps face à Séoul, c'était un peu mieux, mais pas encore au niveau de l'équipe de la deuxième. Mais là, sur le troisième match face à Daegu, pour le coup, l'équipe qui a été alignée en première période, les titulaires, entre guillemets, ont été au niveau en termes d'intensité, en termes de rythme, et moi, c'est ce que je voulais voir. Et c'est un peu à l'image de Lamine Yamal, hein. Lamine Yamal, premier match, pas du tout dans le rythme, pas du tout dans le niveau d'intensité. Deuxième match, c'était largement mieux. Et la troisième match, on en parlera tout à l'heure de Lamine Yamal, on se garde le meilleur pour la fin. Mais voilà, content quand même de voir que la tournée se passe bien comme prévu, que l'équipe monte en puissance comme prévu, et que l'objectif, c'est d'arriver lors de la première journée de Liga avec une certaine fraîcheur, avec, voilà, t'es prêt pour la compétition. Pour ça que je vous dis que j'ai un peu de mal à comprendre que le Real n'organise pas de match de pré-saison, parce que tu as vu le niveau du Barça lors du premier match face au Vissel Kobe, la première mi-temps. Si tu ne fais pas de match de pré-saison, si tu ne joues pas même face à des adversaires moins forts que toi, tu vas te retrouver surpris face à des équipes parfois qui sont mieux préparées. Peut-être pas plus fortes que toi, mais juste mieux préparées physiquement. Donc la pré-saison, elle sert surtout à ça, de se remettre dans le rythme, parce que le Barça, techniquement, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut tenter, qu'est-ce qu'il faut ne pas tenter. On sait, Flick connaît très bien les forces et les faiblesses de son effectif. Comparé à la pré-saison de l'année dernière, où là, il fallait vraiment apprendre des choses par rapport à son effectif, là, il sait très bien quelles sont les forces de son effectif, de son équipe. Et les joueurs qu'il vient d'avoir lors de cette fenêtre d'été, ce sont des joueurs assez faciles au final à incorporer, parce que tu as un gardien de but, tu as
t'as un ailier droit remplaçant, et puis t'as un mec ailier gauche, voire neuf remplaçant. On va parler aussi de Rashford tout à l'heure, remplaçant slash titulaire. En vrai, l'une des rares choses que t'as découvert durant cette pré-saison, que t'as essayé, je trouve assez concluant comme résultat, ben, c'est le fait que, par exemple, Gérard Martin est plutôt intéressant en tant que défenseur central gauche. Latéral gauche, il est pas si dégueu qu'on veut le dire dans la commu. Honnêtement, moi je pense que son pied gauche, il sait faire de très bons centres. C'est un mec qui est capable, je veux dire, d'envoyer des caviars. Il voit le jeu. Franchement, il a une belle vision de jeu. Il a un très bon pied gauche. Évidemment, voilà, si on doit être maintenant honnête défensivement, c'est assez limité. Moi, à chaque fois qu'il est en face à face défensif, sur le côté en tout cas latéral gauche, parce que souvent quand tu es latéral gauche, tu es confronté à des ailiers, à ces dribbleurs qui vont très vite, alors que quand tu es défenseur central, c'est parfois du physique, c'est parfois aussi gérer la profondeur, mais c'est aussi jouer avec l'anticipation. T'es pas obligé d'être extrêmement rapide tout le temps pour jouer comme défenseur central, mais latéral gauche ou droit, si t'as pas un minimum de vitesse, c'est compliqué. Et donc lorsqu'on le voit là à ce poste de défenseur central gauche, ben ça peut être une solution de substitut à Inigo Martinez. On voit que les pépins physiques, les surcharges musculaires, ça peut être vite compliqué parce que le style de jeu de Flick est assez énergivore, et surtout aussi dans le style de jeu de Flick, avoir un défenseur central gauche, gaucher, capable de changer d'aile assez facilement pour trouver par exemple Lamine Yamal ou même faire des ouvertures limite comme un milieu de terrain, il n'y a que Inigo Martinez. Là, tu n'avais pas un autre profil. Tu as bien sûr Koubarsi qui peut jouer là, Christensen qui peut jouer là, mais ils sont pas sur leur meilleur pied naturel, ce que je veux dire. Du coup, ouais, je pense que le test Gérard Martin en tant que défenseur central gauche, au final, ça aurait été une option que tu as découvert durant cette pré-saison, d'autant plus que derrière, tu vois que Geoffrey Torrens, en tant que latéral gauche, il est beaucoup plus dynamique. C'est un mec qui aime, je veux dire, aller de l'avant, attaquer. Il est explosif malgré sa taille. Donc, ouais, tu as quelque chose de plus que tu as ajouté par rapport à la saison dernière par rapport à ça. Ensuite, j'aimerais également parler de Gavi. Gavi qui continue sur sa lancée de la fin de saison dernière et aussi de cette tournée asiatique. Il est exceptionnel. Franchement, que ce soit dans les petits espaces, que ce soit dans le jeu associatif, les petits espaces, le jeu technique, franchement, il fait plaisir. J'ai retrouvé le Gavi que j'ai découvert avant sa blessure. En fait, là, il est à plein régime. Là. Lorsque tu le vois, il se retrouve dans la surface de réparation, il bégaye pas. Lorsqu'il est à l'entrée de la surface, quand il frappe, que ce soit du gauche ou du droit, ça fait très souvent mouche. Soit il réussit à piquer. En fait, il arrive à s'adapter à toute situation, en fait, à tout contexte. Lorsqu'il est proche du gardien, il n'a pas de mal à piquer les ballons ou à croiser, même avec son pied qui est censé être faible, parce que Gavi est ambidextre, pour ceux qui l'ont oublié. Gavi est ambidextre. Donc, lorsqu'il se retrouve sur son pied gauche, il n'a aucun mal à armer, soit frappe pied gauche puissante, ou petit piqué du gauche ou du droit, ou frappe en finesse. Donc oui, il aura une importance majeure durant cette saison. Je ne pense pas qu'il sera un simple remplaçant qui va rentrer à chaque fois à la 60e, 70e minute. Gavi, il aura plein de matchs titulaires cette saison, et je pense que ça fera énormément de bien. On voit Pedri en deuxième période, il joue les mains dans les poches, mais malgré ça, tu as l'impression qu'il a 7 niveaux de plus que tous les autres. Franchement, c'est indécent. Ensuite, j'aimerais également parler de Dro. Franchement, Pedro Fernandes qui continue à impressionner durant cette pré-saison avec le peu de temps qu'il a eu. Un but la dernière fois contre le Vissel Kobe. Là, son entrée, elle est vraiment pas jeune entrée. Il a débuté comme titulaire, mais les touches de balle, ça se voit, hein, ça se voit tout de suite. Lorsque tu as du talent, j'ai pas envie encore une fois de m'avancer, vous dire c'est un crack, parce qu'il faut pas non plus galvauder ce terme, mais Pedro Fernandes, ça reste quand même une pépite. Ça reste un mec qui est différent. Son toucher de balle dans les petits espaces, waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les contrôles orientés, le QI football, c'est ça aussi qui me choque. Ce mec-là a 17 piges. Mais la Masia, ils sont pas fatigués de nous fatiguer, là, parce que même nous, on est fatigués d'avoir autant de jeunes pépites, là. On saura plus où les placer. À ce rythme-là, on va être obligé de soit les prêter, soit les vendre, parce qu'il y a abondance de talent, les gars. Il y a abondance de talent. À chaque fois, tu te retournes d'un côté ou d'un autre, tu vois un Tony Fernandez par-ci, lui aussi, son entrée. Tony Fernandez. Aïe, mais la Masia, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on aille vérifier
dans ce laboratoire, voir s'il n'y a pas un sérum qu'ils sont en train d'injecter aux gamins depuis la naissance. Parce que là, c'est très, très, très suspect. Même moi qui suis le Barça depuis des années, j'ai rarement vu en fait un enchaînement comme ça, là, avec autant de pépites. Je dis pas de joueurs générationnels à tous les postes, hein, comme c'était le cas avec les Xavi, Iniesta, Busquets, Messi et tout, mais avec les pépites quasiment à plein de postes différents, j'ai rarement vu un enchaînement comme ça qui continue à se prolonger comme ça. Ensuite, on a Marcus Rashford qu'on a vu cette fois-ci au poste de numéro 9 et c'est une nouvelle indication selon laquelle Rashford il sera utilisé comme numéro 9 mais aussi comme ailier gauche. Je sais pas si on le verra comme ailier droit parce qu'il y a Lamine mais il y a aussi Rooney, mais dans le cas où Lamine et Rooney ne sont pas là, je pense que Flick pourrait même le tenter aussi à droite. C'est un mec polyvalent et ça s'est vu encore une fois aujourd'hui, la facilité avec laquelle il joue à ce poste de numéro 9, le jeu associatif. Alors non, tout n'a pas été parfait, c'est pas non plus un mec qui a l'expérience du poste de 9 comme Lewandowski Prime pourrait l'être, mais tu sens que voilà, c'est un mec qu'on trouve assez facilement, qui se déplace assez bien entre les lignes, qui joue assez bien avec ses partenaires, qui décale ses partenaires, qui ne tente pas à chaque fois de manière égoïste. Moi voilà, depuis qu'il est arrivé, je trouve que son attitude elle est vraiment parfaite, il s'intègre parfaitement, c'est un joueur avec un QI assez élevé, franchement. Moi je savais que Rashford il avait des qualités athlétiques, de tir, de dribble, pour marquer des buts et tout assez élevés, mais je savais pas parce que je le suivais pas au quotidien, je connaissais pas en fait son QI football. Vous savez le QI football d'un joueur c'est quand tu le regardes au quotidien, quand tu regardes ses matchs 90 minutes après 90 minutes, tu vois que en fait ses choix ils sont vraiment réfléchis et tu le vois lui, il va pas s'entêter parfois à tenter un tir lorsque l'angle est fermé ou aller s'empaler comme ça dans des défenseurs alors qu'il voit que c'est bouché, il réfléchit. Lorsqu'il voit que c'est bouché, il revient en arrière, passe en retrait ou petite déviation pour se replacer. Voilà, il est à l'aise. Il est à l'aise, mais je pense vraiment que à ce poste de numéro 9, il va toucher, je veux dire, moins de ballons, mais il va être beaucoup plus trouvé, soit pour des tapines, soit pour des frappes en première intention. Il a une très bonne frappe de balle lorsqu'on va le trouver dans la surface de réparation. Il va claquer des buts en fait. Il va claquer des buts parce que Rashford, c'est un joueur qui sait claquer des buts. Il a des saisons à 30 buts, à 20 buts, à 15, 20, 25 buts. Voilà, c'est un mec qui est habitué à marquer. Il sait trouver les filets. Donc si on le trouve dans la surface comme son but aujourd'hui, il va en claquer des buts. Donc j'espère qu'on aura aussi l'opportunité de le voir avec Lamine Yamal. D'ailleurs, c'était assez drôle de voir Rashford venir voir si les crampons de Lamine Yamal ils étaient normaux à la mi-temps, tellement il était choqué. Et ouais, tu sens qu'il se kiffe. Rashford, son intégration, je trouve qu'elle est parfaite durant cette tournée asiatique. Il monte en puissance. On le voit à un autre poste que celui d'ailier gauche. Moi, j'aimerais davantage le voir aussi au poste d'ailier gauche parce que là, tu sens qu'il monte en puissance. Tu sens qu'il avait envie de toucher plus de ballons aujourd'hui, mais qu'il était un peu restreint par ce poste de numéro 9 parce que, ouais, quand tu es 9, tu peux pas te déplacer tout le temps et aller où tu veux. Tu es censé avoir une certaine présence. Et là, Rashford, lorsqu'il est dans la surface, tu sens la présence avec sa taille, avec sa qualité de tir. C'est une menace constante. À gauche, j'aimerais le voir davantage. Mais très, très, très content de voir ce qu'il est en train de montrer pour ses débuts. C'est prometteur. Rashford est en train de le retrouver, mais c'est vrai qu'il faut relativiser. Le niveau de l'adversaire, ce n'est pas non plus un adversaire top niveau, top mondial, mais voilà, on a vu des joueurs ne pas forcément être au niveau à certains moments, hein, même face à ce type d'adversaire-là. On a vu Olmo qui n'était pas forcément à son niveau contre Séoul, donc ça peut arriver. On va pas non plus descendre un joueur parce qu'il était bon face à un adversaire faible. Tu joues face à ce qui est devant toi. Donc très, très, très content de ce que Rashford est en train de montrer pour ses débuts. J'espère qu'on aura aussi une sorte de but dès ses débuts aussi en match officiel très vite. Donc très très hâte de le revoir. On avance enfin, on termine je veux dire par Monsieur Lamine Yamal. Lamine Yamal, alors... J'ai pas envie, encore une fois, de m'enflammer pour dire qu'il a déjà franchi un step, qu'il a franchi un palier, parce que je vous l'avais dit, hein, la saison dernière, on voyait Lamine Yamal, que ça devenait effrayant, en fait. Ce qu'il tentait, c'était à chaque fois limite indécent. En fait, la progression, tu la voyais, en fait, à l'œil nu. En l'espace de 3 mois, il évoluait déjà. En l'espace de 4 mois, il évoluait déjà. Donc là, j'ai pas envie de me dire qu'il a, ça y est, il a déjà débloqué un nouveau palier, je veux dire, d'évolution, parce que faut encore attendre face à de meilleurs adversaires et dans la durée. Mais Lamine Yamal, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas non plus relativiser et nuancer quelque part? Mais c'est parce qu'il a déjà sorti des matchs un peu similaires face à des adversaires 10 fois plus forts que l'équipe d'en face.
C'est ça le truc avec Lamine Yamal. C'est que tu peux pas te dire non, c'est que Daegu en face. Ben, c'est que Daegu en face, c'est que l'Inter en face, c'est que le Real en face. Il s'en fout. Il va te sortir le même match. Mais moi, ce qui me choque, et où est-ce que je vais essayer de nuancer un peu, c'est plus au niveau de la vitesse, en fait. Vous savez, Lamine Yamal, lorsqu'il était à ses débuts, lors de sa première entrée sous Xavi, lorsqu'il avait 15 piges, on voyait qu'il manquait un peu de vitesse, la technique était là, même en catégorie jeune. La vitesse n'a jamais été, je veux dire, son point fort. L'explosivité, ça n'a pas tout le temps été son point fort. Et ça, je vous le disais même dans sa vidéo de présentation, avant qu'il ne commence avec l'équipe première. Je savais que Lamine Yamal, il avait des qualités de fou furieux. Mais je ne savais pas en fait qu'un joueur, c'était possible qu'il développe, entre guillemets, l'explosivité et la vitesse. Pour moi, la vitesse, c'est inné. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais lorsque je vois un mec comme Rafinha, déjà, Rafinha, lors de sa première saison, j'avais l'impression qu'il n'allait pas assez vite en tant qu'ailier parce que à Leeds, voilà, il était réputé comme un ailier rapide. Mais au Barça, à chaque fois qu'il essayait de prendre de vitesse un ailier, il se faisait rattraper constamment. Et là, Rafinha, sous Flick, j'ai l'impression, j'ai même pas envie de dire sous Flick, c'est depuis contre le PSG et qu'il a chopé Ronaldinho pour un câlin, j'ai l'impression que lui aussi il va 2 fois plus vite depuis. Et Lamine Yamal, là, sur ce que je vois sur la fin de saison et cette tournée asiatique, comment il est monté crescendo en termes d'explosivité. L'explosivité par contre, j'ai aucun doute que ça tu peux l'acquérir avec le temps. Mais la vitesse, la vitesse pure. Lorsqu'il part en course comme ça, il part de derrière et puis il dépasse l'adversaire, il se permet même de l'attendre pour le redribbler de nouveau. Ça, pour le coup, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Parce que la vitesse d'exécution aussi, parlons-en. Ça, on l'a déjà vu faire, des passements de jambes jusqu'à faire tomber les Di Marco, on l'a déjà vu faire. Mais la vitesse d'exécution, plus la vitesse, plus l'explosivité, plus le deuxième coup de rein, ouais, envie de voir si ça se confirme face à d'autres adversaires, mais... On n'oublie pas qu'il vient d'avoir 18 piges. On pense qu'il a atteint son plafond parce qu'il a un plafond, je veux dire, tellement haut actuellement qu'on se dit que c'est impossible qu'il puisse aller plus haut. Mais en fait, Lamine Yamal, ça reste quand même un mec de 18 piges. Donc logiquement, on peut se dire, oui, logiquement, pas quelque chose d'acquis ou qui va forcément arriver, mais logiquement, on pourrait penser que c'est un joueur qui peut encore progresser, qui a une marge de progression. Et donc, peut-être qu'on est là en train d'assister à sa marge de progression, ce qu'il est en train de développer déjà dans sa progression. Parce que si, de toute façon, il est à l'aise pour éliminer naturellement, ça, c'est acquis. Mais s'il est capable en plus d'éliminer par la vitesse et par l'explosivité, en plus de ses jeux de corps, ses feintes de corps, ses passements de jambes, ses dribbles, il va avoir un arsenal juste impossible à gérer pour n'importe quel défenseur, pour n'importe quelle équipe. On le voit aujourd'hui prise à 2, il n'en a rien à foutre. Déjà, prise à 2 contre l'Inter, prise à 3, il n'en avait rien à foutre. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous cook cette saison. Mais, waouh, quoi. Waouh, Lamine Yamal. Waouh. Bref, il n'y a que ça à dire par rapport à lui. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, on a vu quand même de très très bonnes choses durant cette tournée asiatique. Aussi, vous rassurez que Pau Cubarsí n'est pas blessé. Il a juste pris un coup. Et c'est, je trouve, aussi assez mature de sa part de ne pas forcer, de sortir dès qu'il ressent une petite douleur. Voilà, ça m'étonne pas trop de lui. On se retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera une vidéo concernant des cracks de la Masia. D'ailleurs, je vous la prépare depuis un petit moment. Elle va valoir le détour. Donc, branchez-vous, abonnez-vous parce que les gars, je vous ai dit, moi, j'ai l'objectif d'atteindre les 200 000 abonnés. Est-ce qu'on peut atteindre les 200 000 abonnés avant la fin d'année? On est quasiment à 180 000 abonnés. Je compte sur vous. Vous êtes plein à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Donc, s'il vous plaît, je ne vous le demande pas souvent, abonnez-vous. On va aller atteindre ces 200 000 abonnés avant décembre. Je compte sur vous. À très vite, les amis.